L'affaire d'aujourd'hui a été résolue, mais elle reste mystérieuse et pleine d'événements fascinants. Honnêtement, cette affaire m'a beaucoup attristée à cause de son déroulement. Un jour, une femme a appelé le 911 pour signaler que son voisin avait été abattu. Lorsque la police et les enquêteurs sont arrivés, ils l'ont trouvé mort. Après les investigations, il est apparu que l'affaire avait un caractère personnel. Notre histoire commence avec un jeune homme nommé Patrick de la Cédra. Patrick faisait partie d'une famille respectable et modèle. Bien que ses parents aient divorcé, ils se sont séparés calmement, sans vengeance, disputes, ni insultes. Quand ils ont décidé de divorcer, cela s'est fait en douceur et sans problème. Son père vivait en paix, tandis que sa mère était remariée. Patrick aimait les travaux de construction et comme son père travaillait dans ce domaine et supervisait les projets, Patrick a décidé de vivre avec lui pour acquérir plus d'expérience. Car il était ambitieux. Bien qu'il vivait avec son père, il n'a jamais coupé les liens avec sa mère et restait en contact régulier avec elle. Comme je l'ai mentionné, la famille était très paisible, vivant dans le calme et la tranquillité. Contrairement à certaines familles qui sombrent dans la vengeance et l'hostilité après un divorce, cette famille était vraiment calme et paisible. Patrick vivait avec son père à Deltona, en Floride. La famille était de classe moyenne. Pas riche, Patrick, qui aspirait à fonder sa propre famille, décida de chercher une partenaire de vie. Pour cela, il s'inscrivit sur un site de rencontres et créa son profil personnel pour commencer sa recherche. Après un certain temps, il rencontra une fille dont il tomba amoureux au premier regard. Ce n'était pas un simple coup de cœur superficiel, il l'aimait sincèrement. La fille s'appelait Jessica et vivait à Orlando. Très vite, ils se plaisaient mutuellement et commencèrent à échanger des conversations régulières. Leur relation devenant rapidement solide. Mais la distance entre eux représentait un défi. Patrick vivait à Deltona et Jessica à Orlando, et chacun avait son propre travail qui exigeait beaucoup de temps, ce qui rendait leur rencontre difficile. Ils décidèrent donc de se voir uniquement le week-end. À chaque fois, Patrick louait un endroit pour qu'ils passent du temps ensemble. Puis, à la fin du week-end, chacun retournait dans sa ville et à ses occupations. Patrick a raconté à sa famille à propos de Jessica, leur disant qu'il l'admirait et la voyait comme sa future partenaire de vie. Il voulait construire sa vie avec elle et de son côté, Jessica aimait également Patrick. Plus tard, Patrick emmena Jessica chez lui pour qu'elle rencontre sa famille. Au fil du temps, la relation entre Jessica et les membres de la famille de Patrick se développa, créant une relation agréable et détendue. Un jour, Patrick fit semblant d'être occupé avec quelque chose. Puis soudain, il se retourna vers Jessica, s'agenouilla devant elle, en lui demandant de l'épouser tout en lui tendant une bague. Jessica était en ange. Vous savez, le plus beau moment qu'une fille amoureuse puisse vivre est lorsque son bien-aimé lui demande sa main. C'est exactement ce que ressentait Jessica. Sans hésiter une seule seconde, elle accepta immédiatement la demande de Patrick. Ensuite, Patrick plaça la bague à son doigt, mais il lui expliqua que cette bague était temporaire, car il croyait que Jessica méritait une bague encore meilleure. C'est pourquoi Patrick prévoyait de lui offrir une bague personnalisée avec un véritable diamant. Patrick demanda à Jessica d'accepter cette bague pour le moment, jusqu'à qu'il lui obtienne la bague de fiançailles idéale. Ainsi, leur relation passe au niveau plus sérieux. Ils commencèrent à planifier leur avenir ensemble. Jessica allait-elle quitter son emploi et déménager pour vivre avec Patrick? Jusqu'à ce moment, tout se déroulait parfaitement. Le soir du 26 février 2018, Patrick envoya un message à Jessica en lui disant « Bonne nuit, je te verrai demain ». Ce fut le plus dernier message que Jessica reçut de Patrick. Le lendemain, le 27 février, le père de Patrick, Max,
travaillait sur un chantier hors de la ville, tandis que Jessica était à son travail à Orlando. Au cours de la journée, Max reçut un appel d'une personne inconnue lui indiquant qu'un colis était arrivé à la maison, mais qu'il n'avait pas été récupéré, car personne ne répondait. Max pensa que ce colis pouvait être la bague que Patrick cherchait pour Jessica. Après cet appel, Max essaya de joindre Patrick plusieurs fois, mais sans succès. Il continua d'essayer, mais sans obtenir de réponse. Max décida alors de contacter Jessica pour lui parler du colis, l'informant que la personne qui avait livré le paquet avait dit que personne ne répondait à la maison. Max ajouta qu'il avait tenté de joindre Patrick plusieurs fois et lui avait laissé des messages sans succès. Quand il demanda à Jessica si elle avait parlé à Patrick ce jour-là, elle répondit que non. À l'écoute de ce que Max lui racontait, Jessica quitta immédiatement son travail et se précipita chez Patrick. Pendant ce temps, Max quitta également son chantier pour se rendre à la maison de Patrick. Le plus étrange, c'est que Jessica et Max étaient très inquiets pour Patrick. Mais la question la plus importante ici est: pourquoi Jessica ressentait-elle une inquiétude si intense? Ce n'était pas une inquiétude ordinaire. Elle était convaincue à 100% qu'il était arrivé quelque chose de grave à Patrick. Jessica raconte que dès qu'elle a entendu la nouvelle de Max, elle s'est précipitée vers la maison de Patrick. À son arrivée, elle a escaladé la grille pour entrer. Elle a fait face à une scène horrible. Une grande flaque de sang avec Patrick au milieu, baignant dans son propre sang, mort. Jessica fut la première arrivée auprès de Patrick et peu de temps après, Max arriva à son tour. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont découvert que Patrick avait été abattu. Il avait reçu 4 balles à différents endroits de son corps. Une balle à la tête et au visage, une balle à la poitrine et une autre à la taille. Max, le père de Patrick, a décrit la scène tragique lorsqu'il a trouvé son fils allongé par terre. Il a expliqué que les pieds de Patrick étaient sur l'escalier, tandis que son corps se trouvait en bas, ce qui suggère que lorsqu'il a tenté d'ouvrir la porte à quelqu'un qui se tenait devant, il a été surpris par cette personne qui tenait une arme à feu. Patrick a reculé, effrayé, et c'est à ce moment-là que cette personne lui a tiré dessus, comme mentionné, avec 4 balles dans différentes parties de son corps. C'est ainsi que le corps de Patrick se trouvait dans cette position, avec ses pieds sur l'escalier et son corps en dessous. Le détective en charge de l'affaire a déclaré que le mobile du meurtre n'était pas de vol, car des objets très précieux dans la maison n'avaient pas été touchés. La seule chose volée était l'ordinateur portable de Patrick et les enregistrements des caméras de surveillance. Les enquêteurs en ont donc conclu que l'objectif du meurtrier était uniquement de tuer Patrick et non de voler ses biens. Il est clair que le meurtrier a pris son temps à l'intérieur de la maison pour récupérer les enregistrements des caméras de surveillance. L'enquêteur a également indiqué que lorsque Patrick a ouvert la porte et a vu le tueur armé, il a paniqué et reculé. À ce moment-là, le tueur a tiré la première balle, ce qui a fait tomber Patrick au sol. Le tueur a continué à tirer sur Patrick, ce qui a poussé les enquêteurs à croire que l'incident n'était pas un simple vol ou quelque chose de similaire, mais bien un meurtre prémédité. Il semblait que le tueur voulait se venger de Patrick, ou du moins s'en débarrasser. La plus grande surprise est que le tueur n'a laissé aucune empreinte ou trace, comme si elle était un fantôme, entré dans la maison, tué Patrick, puis disparu. Lorsque le tueur a ouvert le feu, il a été très proche de Patrick selon plusieurs sources. Les enquêteurs et la police ont retrouvé toutes les douilles près de Patrick, à l'exception d'une seule qui manquait, suggérant que le tueur l'avait peut-être emporté avec lui. La question que se posaient les enquêteurs et la police était: comment une personne comme Patrick, qui n'avait pas d'ennemis, pouvait-elle être la cible d'une telle attaque? Pourquoi le tueur voulait-il le tuer d'une manière aussi brutale?
Pourquoi lui tirer dessus à 4 reprises alors qu'une seule balle aurait suffi? Il semblait que le tueur nourrissait une grande rancune envers Patrick. Le plus triste dans cette affaire est ce qu'a vécu Jessica, qui a déclaré: Ma vie s'est écroulée aujourd'hui après avoir vu Patrick allongé par terre. Jessica était dans un état de choc profond. Nous passons maintenant au suspect qui pourrait être celui qui a tiré sur Patrick. En 2017, un incident s'est produit entre le voisin du Patrick et un membre de sa famille. Lorsque ce membre a empiété sur la propriété du voisin, cette dispute a conduit le voisin à pointer une arme sur Patrick avant de commencer à tirer. Heureusement, Patrick n'a pas été blessé, mais il a immédiatement signalé l'incident à la police. La police avait documenté l'arrestation du voisin cette nuit-là, alors qu'il était en possession de l'arme. Depuis cet incident, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le voisin nourrissait une grande rancune envers Patrick. Cependant, la surprise ici est que le voisin avait un alibi solide, puisqu'il était en prison au moment du meurtre. Cela a rendu l'affaire extrêmement compliquée, car le seul suspect plausible disposait d'une preuve irréfutable de son innocence. Les enquêteurs ne savaient pas par où commencer, étant donné l'absence de caméras, d'empreintes ou d'ADN sur lesquelles se baser. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Jessica avait appelé Patrick sans obtenir de réponse? Son hésitation, elle a décidé de se rendre chez lui en urgence. Jessica était certaine que quelque chose de grave était arrivé à Patrick et ses pressentiments se sont révélés exacts. La personne qu'elle soupçonnait d'être le meurtrier était Gregory Bender, surnommé Greg. Greg était un homme très riche et avait été l'ex-petit ami de Jessica avant Patrick. Durant 8 longues années, Greg avait l'habitude de gâter Jessica avec des cadeaux, des voyages. Ils s'étaient rencontrés via un site rencontre. Cependant, leur relation était toxique, bien que Greg donnait l'image d'un homme intelligent et gentil. Selon Jessica, Greg aimait plus que tout se concentrer sur lui-même et ne lui accordait pas l'attention qu'elle méritait. Bien qu'il l'aimait, il ne souhaitait pas l'épouser ni même y penser. Chaque fois que Jessica évoquait le mariage, Greg évitait la conversation ou lui disait qu'il n'était pas prêt. Il est compréhensible que Jessica ait pu penser que Greg ne voulait pas réellement d'elle ou qu'il restait avec elle simplement pour le plaisir. Jessica avait remarqué que Greg n'était pas très intéressé par l'idée du mariage, même s'il l'aimait. Il évitait toujours de parler de ce sujet et disait qu'il n'était pas prêt pour cela, ce qui a poussé Jessica à se poser des questions. Jessica a réalisé que si Greg ne voulait pas se marier, il fallait mieux qu'ils se séparent. Quand elle lui a parlé de décision, il l'a surprise en lui offrant une bague et en lui demandant de l'épouser. Étrangement, Jessica avait l'impression que Greg ne voulait pas qu'elle vienne souvent chez lui. Elle ne le visitait que rarement et le trouvait aussi mystérieux, comme si elle ne connaissait pas tout de lui. Malgré son amour pour lui, elle espérait que leur relation évoluerait davantage. À cette époque, Jessica justifiait souvent son comportement, pensant qu'il était peut-être occupé. Mais un jour, Greg a eu un accident qui l'a conduit à l'hôpital pour une opération. Jessica a décidé de lui rendre visite à l'improviste. En entrant dans sa chambre, elle a été choquée de voir une autre femme à ses côtés. C'était en 2016. Jessica, confuse, a demandé: « Que fais-tu ici ?» La femme a répondu calmement: « Et toi, qui es-tu » Ensuite, elle a montré à Jessica une bague à son doigt et elle a dit: « Je suis sa femme ». Jessica a été sous le choc, car elle n'avait aucune idée que Greg était marié. Après cet incident, Jessica a coupé tout contact avec Greg. Une fois qu'il s'est rétabli et qu'il est sorti de l'hôpital, il l'a contacté pour s'expliquer. Il lui a assuré que cette femme n'était qu'un mariage de convenance et qu'il l'avait épousée uniquement pour faciliter l'entrée de son fils dans une école privée. Greg a dit: « C'était juste un accord entre nous. Il n'y avait pas d'amour. » Il a essayé de convaincre Jessica qu'il tenait vraiment à elle. Il lui a demandé pardon de ne pas lui avoir parlé de cela. En même temps, Jessica commençait à croire l'histoire de Greg, mais il lui a posé une condition. « Si tu m'aimes, vraiment, tu dois la divorcer avant la fin de l'année. »
L'année s'est terminée. Mais Greg n'a rien fait pour changer la situation. Jessica pensait souvent à mettre fin à leur relation, mais elle finissait toujours par revenir vers lui, d'une manière qui la préoccupait. Une fois, quand elle a décidé de quitter définitivement, Greg a commencé à contacter la personne avec qui elle sortait, le menaçant en disant « Je sais où tu habites et où tu travailles, et je te ferai du mal si tu ne t'éloignes pas d'elle. » Cependant, quand Greg a finalement divorcé, Jessica a réalisé que tout était fini et lui a dit « C'est terminé entre nous. Je ne te veux plus et je ne reviendrai pas. » C'était à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle devait couper tous les liens avec lui. Un mois après le début de sa relation avec Patrick, Jessica cherchait le véritable amour, pas l'argent ou les apparences. Elle espérait que Greg resterait loin de sa vie, car elle craignait qu'il ne lui fasse du mal ou ne fasse du mal à Patrick. Mais 5 mois plus tard, elle a découvert que Greg avait appris leur relation. Il l'avait vu sur des photos avec Patrick sur Facebook et connaissant son compte. Les messages menaçants ont commencé à arriver, envoyant des menaces claires à elle et à Patrick. En plus de cela, Greg a commencé à envoyer des messages vocaux et à laisser des appels remplis de menaces voilées, comme « Réfléchis bien avant de décider, car les conséquences pourraient être graves ». Les messages faisaient peur à Jessica, surtout que Greg parlait d'une voix calme, ce qui augmentait son inquiétude sur ce qu'il pourrait faire. Après avoir reçu ces menaces, Jessica et Patrick ont décidé de prendre des mesures légales pour se protéger. Ils ont demandé une ordonnance restrictive contre Greg, ce qui lui interdisait de les contacter ou de s'approcher de leur domicile, leur donnant ainsi un sentiment de sécurité car maintenant la loi était impliquée. Malheureusement, ce n'était pas la fin heureuse qu'il espérait. Jessica avait mentionné lors d'une visite chez Greg qu'il était obsédé par les voitures rapides et les armes à feu. Il avait une grande collection d'armes qu'il exhibait comme décoration. Quand l'ordonnance restrictive a été émise, il a dû rendre toutes les armes qu'il possédait. En théorie, tout aurait dû bien se passer et leur vie aurait dû redevenir normale. Mais les tensions étaient toujours présentes. Lorsque Jessica a été interrogée sur la raison pour laquelle elle était si inquiète quand Patrick n'a pas répondu à ses appels, elle a expliqué qu'elle avait reçu 2 appels de Greg le matin du crime. Après que Patrick n'a pas répondu à ses appels, elle a eu peur et s'est rendue chez lui pour vérifier, craignant le pire. Pendant l'enquête, l'inspecteur a écouté les détails de ce qui s'est passé le jour du crime, le 27 février. Il avait un besoin urgent d'une preuve solide qui prouverait que Greg était le tueur. Surtout qu'aucune empreinte digitale ni trace d'ADN n'avait été trouvée sur les lieux du crime et que Greg était interdit de les approcher. Pour confirmer cela, l'enquêteur a décidé que Jessica devait appeler Greg pendant qu'il écoutait la conversation en direct. Le 27, le jour où le crime a eu lieu, l'inspecteur a reçu un appel inattendu de l'avocat de Demara, l'ex-femme de Greg. Demara avait demandé à rencontrer l'inspecteur le lendemain, le 28, dans un parking en insistant sur l'importance de cette réunion. L'inspecteur a répondu rapidement et, lorsqu'ils se sont rencontrés, il a été choqué par ce qu'il a entendu. Demara a expliqué qu'il s'était séparé de Greg en décembre 2017, donc il n'y avait plus de lien juridique entre eux. Cependant, il a révélé avoir remarqué quelque chose avant de quitter la maison, ce qui a immédiatement attiré l'attention de l'inspecteur. En regardant les actualités, Demara s'est rappelé certains détails concernant Greg, a commencé à se demander s'il était lié aux événements récents. Elle a expliqué avoir vu Greg écrire souvent dans un carnet, laissant des notes sur son bureau. Quand elle lui a demandé ce qu'il écrivait, il lui a répondu que c'était simplement des idées imaginaires. Mais ce qu'il avait lu dans ses notes l'avait profondément inquiété. La feuille contenait des informations précises, avec un plan détaillé, une carte et une description d'une maison et d'une opération de meurtre ou d'intrusion. Demara avait ressenti que ce n'était pas simplement des idées imaginaires, mais quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Elle a assuré à l'inspecteur que si les enquêteurs trouvaient ce carnet chez Greg, cela servirait de preuve irréfutable. Elle a ajouté que ce qu'elle avait lu correspondait exactement à l'endroit mentionné dans les informations, ce qui l'a poussé à ne pas garder cela pour elle. Lors de la perquisition, l'inspecteur a retrouvé la feuille dans la poubelle, écrite de manière troublante. Elle contenait des détails précis sur la façon de commettre le crime. Par exemple, il y avait des instructions pour utiliser du ruban adhésif afin de masquer les empreintes, porter des gants et les étapes pour entrer dans la maison, y compris attendre sur la pelouse pour assurer que personne d'autre ne soit présent. Ce qui inquiétait encore plus l'inspecteur, c'est que toutes les instructions de cette feuille correspondaient exactement à ce qu'il était passé sur la scène du crime. Ces notes constituaient une sorte d'aveu indirect, mais ce n'est pas tout ce qu'il avait découvert chez Greg. Vous vous rappelez quand j'ai mentionné qu'il y avait eu 4 coups de feu, mais qu'il n'en avait trouvé que 3? Le 4e a été découvert dans le tiroir de Greg, comme s'il s'était gardé une récompense pour lui-même. L'inspecteur a confirmé que Greg l'avait gardé comme souvenir de son crime. Le plus étrange, c'est qu'ils ont découvert que Greg n'avait pas remis tous ses armes lorsqu'on lui avait demandé, ce qui laissait penser à une faille dans le système. Si Greg avait rendu tous ses armes, il n'aurait pas pu garder celles utilisées pour le crime. Il n'y avait aucune trace des vêtements ou des gants qu'il portait pendant le crime et aucune caméra de surveillance n'avait enregistré la scène. Cependant, l'inspecteur était sûr que les preuves étaient suffisamment pour l'arrêter immédiatement. L'inspecteur a précisé que Greg ne serait pas arrêté pour meurtre, mais parce qu'il avait enfreint à la loi en appelant Jessica 2 fois le jour du crime, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Cet appel a été le point de départ de l'enquête sur le meurtre. Pendant le procès de Greg, l'équipe de défense a travaillé dur. Une des pièces controversées présentées au tribunal était une vidéo secrètement filmée 1 mois après le début de la relation entre Patrick et Jessica. Dans la vidéo, on voit Jessica déjeuner avec Greg et l'inspecteur a remarqué qu'elle semblait mal à l'aise et tendue. Jessica avait également visité Greg chez lui et était répartie après cela. Mais dans cette séquence, Greg lui tenait la main et l'enlaçait, ce qui fait penser à l'inspecteur qu'elle pouvait être sous pression. Jessica a affirmé qu'elle n'était pas habituée de ce genre de comportement de la part de Greg, ajoutant qu'ils s'étaient mis d'accord pour rester simplement amis. Lorsqu'on lui a demandé au tribunal pourquoi elle avait accepté d'aller avec lui alors qu'elle aimait Patrick, Jessica a répondu qu'elle se sentait sous pression ou mal à l'aise. Jessica a déclaré « Parce que Greg m'avait dit, s'il me rencontrait une dernière fois, il ferait quelque chose à moi et à Patrick. » L'équipe de défense a tenté de blâmer Jessica, affirmant qu'elle était la meurtrière malgré les preuves prouvant qu'elle était ailleurs. Quand leurs arguments n'ont pas tenu, ils ont changé de stratégie en accusant le père de Greg, prétendant qu'il était jaloux de Jessica, ce qui l'aurait poussé à tuer leur fils. Le père de Greg semblait extrêmement en colère, en parlant comme s'il disait « Monsieur, de quoi parlez-vous? Mon fils est mort et vous essayez de justifier l'injustifiable ?» Ses émotions étaient très intenses. Il était clair qu'il était sous le choc des événements. Imaginez, toutes ces enquêtes et actions ont été menées en moins de 3 jours après le crime. Un délai record. Quant à la vidéo secrètement filmée, Greg s'était mis d'accord avec l'inspecteur pour enregistrer ces moments afin de montrer que Jessica était toujours liée à lui et n'aimait pas Patrick, ce qui laissait penser qu'il envisageait de faire du mal à Patrick dès le début. Pendant tout le procès, Greg n'a montré aucune réaction. Il fixait simplement devant lui, mais tout a changé avec le témoignage de son ex-femme qui a compliqué encore plus la situation. Lorsque Greg a commencé à pleurer, il a fait des gestes pour essayer de susciter la compassion de Jessica, pour qu'elle ressente de la pitié pour lui. Mais si Jessica n'avait pas parlé du sujet du papier, nous aurions jamais su tout cela. Greg murmurait des mots incompréhensibles, même s'il n'était censé parler que quand la cour l'autorisait. Quand on lui a demandé de se taire, il a prononcé une phrase mystérieuse. « Je t'aime ».
mais il était impossible de savoir à qui il s'adressait. Greg semblait complètement confus et l'équipe de défense s'est demandé est-ce que les gens sont punis pour leurs pensées imaginaires? C'était étonnant que Greg ait écrit ses idées sur du papier, tout en essayant de faire porter le blâme sur d'autres personnes. Après 4 jours de chaos, le verdict est finalement tombé. Greg a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant tout ce temps, Greg fixait Jessica et elle essayait d'éviter son regard. Mais elle était visiblement inquiète des pensées qu'il pouvait lui traverser l'esprit. Les choses auraient pu être encore plus dangereuses s'il n'avait pas été condamné à la prison. Lorsque Jessica et sa mère ont pris la parole, le père de Greg les regardait avec colère et ses yeux croisaient ceux de Greg, ce qui rendait la situation encore plus tendue. Le père de Greg lui a dit « J'espère que tu resteras en prison jusqu'à ta mort parce que si tu sors, je ne te laisserai pas tranquille. » La menace était claire pour tout le monde. Le père de Greg était profondément touché, oscillant entre tristesse et colère. C'était un moment effrayant. Greg regardait son père comme s'il faisait face à l'assassin de son propre fils, tandis que le père se sentait impuissant à agir. Malgré tout cela, Jessica est restée en contact avec la famille de Patrick. Ils se visitaient et lui parlaient comme si elle allait vraiment devenir l'épouse de leur fils. La bague que Greg avait conçue a été envoyée à la famille de Patrick, qu'il a donnée à Jessica. Elle a insisté pour la porter, en affirmant que Patrick était l'amour de sa vie. Elle a continué à la porter même pendant le procès. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Greg avait tué Patrick, elle a répondu « Tout simplement, s'il voulait quelque chose de moi, il aurait pu demander de revenir vers lui ou bien tuer quelqu'un d'autre. » Jessica pensait qu'elle avait mis fin à cette relation toxique, mais elle ignorait qu'elle continuait en secret.